Bonjour à tous. Le système dopaminergique, il contrôle tellement de choses, du simple mouvement à notre motivation la plus profonde. Mais voilà, comment on fait pour le maîtriser quand il se dérègle? C'est tout l'enjeu de cette présentation. On va décortiquer ensemble les leviers pharmacologiques, les vrais outils qui nous permettent de moduler la dopamine. C'est un savoir qui est absolument fondamental en clinique. Alors, la dopamine, c'est bien plus qu'une simple molécule du plaisir. En fait, elle a trois casquettes. C'est à la fois une catécholamine, un neuromédiateur crucial dans le cerveau, et aussi une hormone qui agit localement en périphérie. Et c'est justement en comprenant ce triple rôle qu'on va pouvoir vraiment saisir comment les médicaments fonctionnent. Dans notre cerveau, la dopamine, elle circule sur trois grandes autoroutes principales. La première, la voie nigrostriatale, gère tout ce qui est motricité. Un problème ici, c'est la maladie de Parkinson. La deuxième, la voie mésocortico-limbique, celle-là, c'est le fameux circuit de la récompense, des émotions, c'est elle qui est au cœur des problématiques de schizophrénie ou d'addiction. Et enfin, la troisième, la voie tubéro-infundibulaire, qui, elle, régule une hormone, la prolactine. Retenez bien ces trois voies parce que tous les médicaments dont on va parler vont les cibler de manière très spécifique. Ok, voici notre plan de match pour aujourd'hui. On va commencer par les bases, comment fonctionne une synapse dopaminergique. Ensuite, on verra comment on peut booster cette transmission, puis logiquement, comment on fait pour la freiner. On fera un petit détour par les actions de la dopamine en dehors du cerveau, et pour finir, on mettra tout ça ensemble pour avoir une vision clinique bien claire. Allez, on attaque la première étape, les bases. C'est simple. Avant de vouloir modifier un système, il faut d'abord comprendre comment il tourne. Alors voyons ensemble les fondamentaux de la signalisation dopaminergique. Voilà, sous nos yeux, le cycle de vie complet d'une molécule de dopamine, de sa naissance jusqu'à son recyclage. Et ce qui est génial, c'est que chaque étape est une cible potentielle pour un médicament. On peut, par exemple, booster sa production, on peut bloquer son stockage, ou, de manière plus subtile, on peut jouer sur sa dégradation ou sa récapture pour moduler son effet. C'est une véritable chaîne de montage, et on peut intervenir à chaque poste. Bon, une fois qu'elle est libérée, la dopamine, elle va agir sur deux grandes familles de récepteurs qui ont des effets complètement opposés. D'un côté, on a les D1-like. Eux, via une protéine GS, ce sont les accélérateurs. Ils stimulent la cellule. Et de l'autre, on a les D2-like qui, via une protéine GI, sont les freins. Ils l'inhibent. Cette dualité, ce go contre stop, c'est vraiment le cœur de toute la pharmacologie de la dopamine. Passons maintenant aux choses sérieuses. On va explorer les leviers qui nous permettent d'augmenter l'activité de la dopamine. Ce sont les outils qui sont absolument essentiels pour traiter des maladies où il y a un déficit, comme bien sûr la maladie de Parkinson. La stratégie la plus évidente, la plus directe pour avoir plus de dopamine, c'est assez simple en théorie, on va fournir plus de matières premières pour la fabriquer. Et c'est là que la fameuse L-Dopa entre en jeu. Le problème, c'est que la dopamine elle-même, elle ne peut pas passer la barrière qui protège notre cerveau. Alors l'astuce, c'est d'utiliser une sorte de cheval de Troie. Son précurseur, la L-Dopa. Elle peut passer. Et une fois qu'elle est à l'intérieur, hop, elle est transformée en dopamine, pile là où on en a besoin. C'est vraiment la pierre angulaire du traitement de Parkinson. Une autre option, c'est de jouer sur la défense. On va protéger la dopamine qui est déjà là. Si on l'empêche d'être détruite, elle reste active plus longtemps dans la synapse. Logique. Et c'est exactement ce que font les inhibiteurs de la MAOB, comme la sélégiline. Ils viennent bloquer une des enzymes qui dégradent la dopamine. Résultat, la concentration de dopamine augmente. C'est une autre stratégie majeure dans l'arsenal thérapeutique contre la maladie de Parkinson. Un fait assez fou, 80% de la dopamine qui est libérée est immédiatement aspirée par le neurone pour être recyclée. Imaginez un peu si on pouvait bloquer cet aspirateur. C'est un levier extrêmement puissant pour laisser la dopamine agir bien plus longtemps dans la fente synaptique. Et là, on voit toute la polyvalence de ce mécanisme. Le méthylphénidate, la fameuse Ritaline, utilise ce blocage pour augmenter la tension dans le TDAH. Et le bupropion, lui, s'en sert pour aider au sevrage tabagique, en agissant directement sur le circuit de la récompense. Donc on a le même mécanisme, mais pour des objectifs thérapeutiques qui sont très, très différents. Ok, mais que faire si les neurones qui produisent la dopamine sont trop abîmés, voire détruits? On peut les court-circuiter. On va aller directement activer les récepteurs de l'autre côté, avec des molécules qui vont mimer l'action de la dopamine. Ça, c'est le rôle des agonistes D2. On les utilise dans la maladie de Parkinson, bien sûr, mais pas seulement. Vous vous souvenez de notre troisième autoroute, la voie tubéro-infundibulaire? En stimulant les récepteurs D2 sur cette voie, ces mêmes médicaments vont freiner la production de prolactine. C'est donc super utile pour traiter ce qu'on appelle l'hyperprolactinémie. Bon, on a vu comment booster la dopamine.
Maintenant, on va inverser complètement la logique. Qu'est-ce qu'on fait quand il y a au contraire trop de dopamine? C'est ce qu'on va voir avec les leviers antidopaminergiques, qui sont bien sûr essentiels dans le traitement des psychoses. Ici, la stratégie principale pour réduire les effets de la dopamine, c'est d'aller bloquer ces récepteurs, et en particulier les récepteurs freins, les fameux D2. C'est vraiment le socle sur lequel reposent tous les médicaments antipsychotiques. Les antipsychotiques, comme l'halopéridol, ils agissent un peu comme des videurs à l'entrée d'une boîte de nuit. Ils se placent sur les récepteurs D2 et ils empêchent la dopamine de s'y lier. En faisant ça, ils calment l'hyperactivité de la voie mésolimbique et ça permet d'atténuer les symptômes dits productifs de la schizophrénie, comme les délires ou les hallucinations. Alors là, attention, on a un concept pharmacologique qui est particulièrement élégant. C'est l'effet dose-dépendant du sulpiride. C'est un peu contre-intuitif. À faible dose, il bloque uniquement les autorécepteurs qui disent aux neurones d'arrêter de libérer de la dopamine. Du coup, en bloquant ce stop, on augmente la libération de dopamine. Mais à forte dose, il bloque tous les récepteurs, pré- et post-synaptiques, et l'effet global, c'est bien une diminution de la transmission. C'est un exemple parfait de la subtilité dont il faut faire preuve en clinique. Il ne faut pas oublier que la dopamine n'agit pas que dans le cerveau. C'est donc super important de savoir comment la moduler aussi en périphérie, notamment pour des indications cardiovasculaires ou digestives. En périphérie, la stratégie change un peu. Par exemple, en réanimation, on peut utiliser des agonistes comme la dopamine elle-même pour soutenir le cœur en cas de choc. Et pour les nausées, on va utiliser des antagonistes comme la dompéridone. Leur énorme avantage, c'est qu'ils ne passent pas la barrière du cerveau. Du coup, ils agissent uniquement sur la zone gâchette du vomissement sans provoquer les effets secondaires neurologiques qu'on veut éviter. Bon, il est temps de rassembler toutes les pièces du puzzle. Dans cette dernière partie, on va relier chaque pathologie à sa stratégie pharmacologique pour avoir une vision d'ensemble qui soit à la fois claire et vraiment pratique. Et voilà la vue d'ensemble. S'il y a une chose à retenir, c'est ça. Qu'on cherche à freiner un excès de dopamine dans la schizophrénie, ou au contraire à compenser un déficit dans Parkinson, ou encore à cibler une action très précise en périphérie, on voit bien que chaque pathologie a sa réponse pharmacologique dédiée. La logique derrière, elle, est toujours la même. Est-ce qu'on doit augmenter ou est-ce qu'on doit diminuer la transmission dopaminergique? Et pour conclure, une petite question pour réfléchir. En agissant sur la dopamine, on touche en même temps à la motricité et au circuit de la récompense et de la motivation. Le plus grand défi clinique, il est là. Comment on fait pour traiter l'un sans perturber l'autre? C'est toute la complexité, mais aussi toute la finesse de la pharmacologie dopaminergique. Merci beaucoup.